Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui naturellement peut amener beaucoup de polémiques. C'est en relation avec la matrice. Il y a tellement et tellement d'informations, de vidéos sur là-dessus, comment sortir de la matrice, etc. Voilà des versions, chaque personne donne sa vision des choses. Alors moi, je vais vous donner la mienne en relation plus avec la mécanique quantique organique, qui fait partie aussi du processus de l'alchimie. Donc comme je dis, je ne prétends pas révéler la vérité unique, c'est une vérité, c'est un point de vue que je vous propose afin que vous puissiez, si ça vous tente, approfondir votre vision de tout cela. Comme je disais la dernière fois, je l'ai déjà dit dans des vidéos, il existe au centre de la Terre un petit soleil, invisible. Un soleil qui a justement été réactivé en 2012 par l'entrée d'Uranus dans le signe du Bélier. Donc la Terre possède en son centre un noyau cristallin solide qui possède une rotation complètement indépendante de la surface. Donc il est situé au sorte du milieu d'une caverne constituée de 3 sphères cristallines qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ce cœur interne aurait donc la même radiofréquence que la planète Mercure et la croûte la plus externe aurait la fréquence de Mars. Alors quand ce noyau tourne indépendamment du manteau le plus externe de la Terre, naturellement, ça crée un circuit d'énergie. Imaginez une petite sphère cristalline, quand même de 400 km, un noyau, qui tourne dans un sens, qui est contenu dans du cristal liquide, qui lui est contenu dans un noyau plus grand de 1200 km qui tourne dans l'autre sens. Vous voyez, on a un principe d'énergie. Et une fois que ce principe est lancé, une fois que le mouvement est lancé, c'est un mouvement perpétuel qui crée de l'énergie, qui crée de la lumière. Donc le petit soleil cristallin, qui fait à peu près 1200 km de diamètre, est composé de 3 sphères en rotation. 2 sont en cristal solide et dur et une en cristal liquide, comme je viens de vous le dire. Donc, la plus petite est en rotation vers l'est, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le plus gros cristal tourne vers l'ouest dans le sens aussi horaire, donc on peut dire dans le sens du zodiaque. Et les deux donc sont séparés par le cristal liquide qui justement va être créateur d'énergie. Ces rotations contraires du noyau central forment une source d'énergie qui engendre les mouvements générés par ces miroirs cristallins. Alors, le petit soleil projette sur les parois de cette grotte, formée par la magnétosphère qui est autour de la Terre. Je vous rappelle que la Terre est construite dans une magnétosphère, qu'on appelle aussi, qui est limitée par les ceintures de Van Allen. Bon, au niveau scientifique, renseignez-vous un peu là-dessus, parce que si je m'étale là-dessus, ça va être très long. Des quantités, elle projette sur cette magnétosphère des quantités d'images qui ne sont en vérité que les ombres de la réalité. Vous voyez, comme si la magnétosphère était une grande salle un grand écran de cinéma. On retrouve ici l'allégorie de caverne de Platon. Et puis théorie aussi que soutenait le grand alchimiste Giordano Bruno. Nous confondons souvent ces ombres avec des dessins animés, que nous regardons à travers un kaléidoscope. Au final, alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce qui engendre le mouvement de la vie ? Tout est en rotation. Ces mouvements de rotation se produisent à des vitesses phénoménales, sans qu'il y ait besoin d'une quelconque source de carburant d'énergie. C'est l'énergie universelle, ce qu'on appelle l'énergie libre. La source de l'énergie
est un mouvement particulier qui consiste en des rotations particulières. Voilà, dans le sens contraire les unes des autres, qui s'imbriquent, s'auto-alimentent toutes seules et qui se démarrent toutes seules, sans aucune aide ou sources extérieures. Et c'est ça l'énergie de la vie, vous voyez. Une énergie, il n'y a pas besoin d'énergie fossile. Donc, dès l'instant qu'il y a mouvement, il y a énergie. Quand il n'y a pas de mouvement, il y a de l'énergie. Non, il n'y a pas d'énergie. Nous, dans notre vie humaine, ce qui met les choses en mouvement, c'est notre volonté. Par la volonté, on émet des intentions qui mettent en mouvement des circuits énergétiques en nous, qui nous mettent en mouvement aussi. Quand on a une idée, on va se mettre en route pour la réaliser, donc on va passer dans l'action, et ce mouvement va créer l'énergie nécessaire. Donc dès qu'on a des intentions, qu'on a des volontés, qu'on se met en mouvement pour les réaliser, on est créateur de l'énergie qui va permettre de réaliser cette intention. Mais si on reste assis sur notre canapé à rêver à une idée, mais qu'on ne se met pas en mouvement, on n'a pas d'énergie. Donc vous voyez, c'est très important cette histoire de volonté. Parce que quand on n'a pas de volonté, quand on n'a pas d'idée, qu'on déprime, qu'on n'a pas de volonté, on reste assis et on manque d'énergie. Puis plus ça va, plus on dépérit. C'est ce qui arrive quand on est coincé dans une situation, voilà, qu'on stagne. Voilà. Vaincre la force d'inertie, le non-mouvement. Pour cela, il faut de la volonté, il faut du feu, voilà. Donc c'est pour ça que dans notre vie, même si on dit faire la volonté du Créateur, oui, puisque c'est ça, on est obligé d'émettre des volontés. La volonté, si on n'a pas de volonté, on ne peut rien créer. On reste statique, on reste là, se dire quoi bon, je ne vais pas le faire, etc. La volonté crée le mouvement. Donc on peut dire qu'on est créateur de l'énergie dont on a besoin pour réaliser les projets qu'on a envie. Alors, au niveau scientifique et tout, nous croyons que nous n'avons que des sources d'énergie extérieures, limitées, le pétrole, etc., et que nous avons besoin de gasoil, d'énergie atomique pour que nous puissions satisfaire nos besoins en énergie. Mais l'énergie n'est pas le problème. La réalité de l'énergie ne provient pas des objets mécaniques. L'énergie provient donc de mouvements qui s'auto-alimentent tout seuls. Alors on retrouve ici les trois aspects de la Trinité, la volonté, l'amour et le mouvement. Excusez-moi. Vous voyez, donc c'est les trois aspects de l'énergie christique en fait. L'intention, l'attention, et quand on porte de l'attention sur une intention, on crée un mouvement. On est sans arrêt dans c'est la loi universelle. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce mouvement qu'est-ce que c'est que cette force qui met le mouvement en tout? Comme je vous l'ai dit, la volonté, c'est l'esprit. Le mouvement est le démarrage lui-même. Et c'est une force qui s'auto-alimente elle-même. Et cette force, au niveau cosmique, provient du noyau de la Terre. Nous ne savons pas ce que représente, ce que signifie notre réalité matérielle. Nous ne savons pas ce qu'est le temps. Nous ne savons pas ce qu'est l'espace. Parce que nous sommes installés dans une salle au miroir, une sorte de grande géode. Notre réalité est un espace formé de multiples miroirs, donc de multiples illusions. Nous pensons toujours que le temps est une flèche linéaire qui se dirige dans une direction, qui continue indéfiniment dans cette même direction, jusqu'à une fin qui, par exemple, peut être la mort ou autre chose. Donc nous expérimentons plusieurs sortes de temps. Le moment de la conception, le moment de l'orgasme, voilà, etc. Chaque moment est différent. Voilà. Des moments joyeux, des moments malheureux. Les sécrétions hormonales font partie aussi de cela. Et tout cela représente des événements de durée très courte qui, dans un milliardaire de secondes, peut générer une quantité phénoménale d'informations, dont celle des informations génétiques qui sont transportées à ce moment-là. Alors la vie s'imprime, se manifeste elle-même au moment de la conception
en un clin d'œil. Oui, la conception est générée par un mouvement. Il s'agit donc d'un tout autre rythme par rapport à ces milliards de formes, de flèches du temps qui nous rendent dépendants, par exemple, des crises financières, du chômage, qui dépendent aussi de notre perception linéaire du temps. Vous voyez, quand on parle aussi du passé, du présent et du futur, la seule réalité est le présent. Le futur, ce que nous imaginons de notre futur, est un présent qui serait situé dans une autre sphère, on peut dire dans une autre dimension. Le passé est dans une dimension, on peut dire que le passé c'est la 3e dimension, le présent c'est la 4e dimension, le futur c'est la 5e dimension. Mais le futur et le passé ne sont que du présent que l'on imagine par effet de projection. Si nous portons trop d'attention à notre passé, nous recréons notre passé dans le présent. Nous perpétuons le passé. Nous perpétuons les problèmes. Nous perpétuons les maladies. Et si nous imaginons un futur identique à ce passé, nous créons un futur identique qui va influencer notre présent. La seule réalité, c'est le présent. Et le présent, c'est quelque chose qui ne peut pas être saisi. Vous voyez, par exemple, depuis que je parle, depuis 10 minutes, là, voilà, le présent, il y a eu des multitudes de présents qui se sont juxtaposés. Un petit peu comme, voilà, on pourrait dire, vous voyez, un dessin animé. Quand vous voyez un dessin animé, vous voyez, voilà, ce sont constitués de dessins qui se suivent à une vitesse phénoménale. Chaque dessin est le temps. Le personnage qui est comme cela, qui est comme cela, qui est comme cela, qui est comme cela. Et quand vous mettez toutes ces images les unes à côté des autres et que vous créez un mouvement, vous avez l'impression que le personnage y bouge. Et c'est la même chose pour nous. Donc depuis que je parle tout à l'heure, depuis 10 minutes, là, il y a des multitudes de présents. Et si j'essaye de saisir le présent dans l'instant, je vais saisir ce moment présent, là où je vous parle, hop, ça y est, il fait déjà partie du passé. Donc c'est intéressant, ça fait partie, c'est intéressant de comprendre ça pour percevoir le processus de l'illusion. La science mesure le temps atomique qui est devenu le temps de référence universel, le temps terrestre. En réalité, cela ne correspond pas au rythme de la vie terrestre. Il s'agit d'une fréquence particulière basée sur la fréquence d'un métal, qu'on appelle le césium. Cette mesure de temps n'est qu'une convention entre nous pour définir une durée de temps qui en fait n'est pas réelle. Nous ne savons pas ce qu'est le temps, nous savons juste qu'il est une illusion, mais nous passons notre temps à courir après le temps. Donc nous passons notre temps à courir après quelque chose qui n'existe pas. La science a démontré que la matière n'est pas formée de petites billes dans un matériau, ni de grosses sphères dans le ciel. Autrement, voilà, dit de petites sphères dans les atomes ou de grosses sphères dans l'univers. La physique quantique a découvert et prouvé que la matière n'est pas composée d'atomes et d'électrons, comme ne l'admettent pas malheureusement encore certains chercheurs de la physique classique ou conventionnelle. La physique quantique, comme désormais beaucoup de chercheurs modernes, revient de plus en plus sur les recherches des anciens scientifiques d'il y a des milliers d'années qui sous-entendaient que sur le plan atomique, il n'existe pas de petites sphères. Vous voyez, les électrons qui sont constitués par des quarks qu'on appelle des petites billes. On imagine comme des petites billes qui sont vides d'air. Les quarks ne sont pas non plus des petites sphères, mais voilà, simplement des trous noirs par lesquels pénètre l'énergie divine. Imaginez votre corps qui est constitué de cellules, constitué d'atomes, constitué d'électrons qui sont constitués de quarks qui sont des trous noirs. Votre corps est constellé de trous noirs. Et parmi ces trous noirs, et par ces trous noirs, l'énergie cosmique entre en vous. Donc en fait, si on réduisait la masse électronique à quelque chose, voilà, la matière est très peu. Toute la matière qui constitue un corps pourrait être résumée, donc contenue dans un dé à coudre.
Donc notre corps, en fait, qu'est un amas, c'est un récipient, on peut dire, voilà, un petit peu comme un ballon qui est gonflé. Hein. Et puis, naturellement, quand on enlève l'air à l'intérieur, il ne reste plus grand-chose. Hein. Ces multitudes trous noirs servent de communication instantanée entre tous les univers. Les trous noirs sont des portes de communication. Ce qui signifie que nous ne sommes pas séparés du Soleil, ni séparés du cœur, ni du noyau cristallin de la Terre, mais nous sommes intimement reliés, sans aucune perte de temps, à travers nos émotions, à travers notre conscience, avec l'être-té, la présence, que nous ressentons toujours à travers notre présent. Je suis, ici et maintenant, le présent. Cette communication, ce lien est holographique. Chaque particule, chaque cellule dans tout l'espace communique entre elles. Nous sommes donc tous reliés et le lien se fait avec ces multitudes et minuscules trous noirs. Imaginez, ressentez un soleil dans votre cœur et voyez que tout l'intérieur de votre corps, c'est de l'espace. C'est un espace et il y a des échanges d'énergie perpétuels qui se manifestent au sein de la matière, mais qui ne sont pas matériels. Donc chaque noyau atomique est instantanément relié à tous les autres noyaux atomiques dans l'univers. Et chaque atome possède la même force atomique qui relie tous les atomes entre eux. On peut dire que chaque atome constitue en lui un hologramme de tous les systèmes solaires et même de tous les systèmes galactiques. Tous ces noyaux nucléaires pourraient-ils donc engendrer une mutation, une transformation ? Nous savons que oui, ils peuvent le faire lorsqu'on considère que les deux forces nucléaires, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte, peuvent interférer. Donc la force nucléaire faible, c'est ce qu'on appelle l'énergie de l'Éros. C'est une énergie qui représente 95% de la masse de l'univers, alors que la force nucléaire forte, qui est celle de Thanatos, de Chronos, le maître du temps, représente 5%. Donc la matière, 5%, l'amour, 95%. Vous voyez ? Et c'est cette force d'amour qui va nourrir cette force matière, parce que le corps physique est créé à partir c'est de la lumière condensée qui est immergée dans une lumière invisible. Cette lumière invisible, c'est celle qui porte la vie. Donc on peut dire que notre corps physique par lui-même n'a pas d'énergie. Il est constitué d'énergie et, vous voyez, c'est exactement le principe comme si vous mettiez un glaçon, qui représente la matière, dans de l'eau. Le glaçon est constitué de la même énergie que l'eau, mais dans une forme vibratoire différente. Et si vous accélérez, si vous réchauffez toute cette masse, vous avez l'eau et le glaçon qui vont fondre et qui vont devenir du gaz, une atmosphère gazeuse. Et pourtant, dedans ce gaz, il y aura le glaçon et l'eau. Et vous voyez, c'est ça. Donc le corps physique n'est qu'une partie de la réalité. Donc la transformation est possible à travers ces deux forces connues et mesurables. Il existe donc deux forces nucléaires. Nous connaissons la première, la nucléaire, la force nucléaire forte, des bombes atomiques, le nucléaire terrifiant et destructeur, Thanatos. Regardez, Tchernobyl, Fukushima, qui représentent la force nucléaire forte utilisée à tort, à mauvais escient, puisqu'on sait qu'elle est destructrice pour la planète et pour nous-mêmes. Nous ne connaissons et n'utilisons qu'une seule sorte d'énergie nucléaire, celle que nous connaissons qui s'appelle la force nucléaire forte, et l'autre, la faible, qui est l'Éros. Mais nous savons désormais que les deux fortes et faibles, ont toujours travaillé et agi ensemble. La science la connaît et sait même la mesurer. Nous savons seulement utiliser l'énergie nucléaire forte qui se renouvelle et nous savons comment elle se comporte. Nous pouvons donc calculer et prévoir sa durée d'action.
Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que voilà, le temps correspond justement à cela. Par contre, en ce qui concerne la force nucléaire faible, nous ne pouvons ni la mesurer, ni prévoir sa durée, ni son comportement. Elle est invisible. Nous l'appelons faible car elle ne peut pas être quantifiée et la mesurer précisément avec la technologie scientifique. Elle est appelée faible aussi à cause de l'impossibilité d'être quantifiée et d'être reconnue, d'être visible, et en réalité, elle est beaucoup plus rapide que l'énergie nucléaire forte, donc indétectable par notre technologie actuelle. Nos cellules, nos molécules organiques sont capables de traduire et de ressentir cette force faible et rapide sous la forme de l'éros, de la sensibilité, de l'amour, des émotions. Nous ne sommes pas des instruments mécaniques ni des robots. Ce que la science appelle l'énergie nucléaire faible est simplement ce que nous ressentons et appelons l'amour. Je vous invite à suivre la suite de cet exposé dans le volet numéro 2.